Qu'est-ce qui ne va pas avec cet avion? Il vole au-dessus de ta tête, mais il tourne en rond. A-t-il perdu son chemin? Y a-t-il des problèmes avec ses systèmes de navigation? Non, calme-toi, il ne fait qu'asperger les nuages de sel. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. Je sais évidemment que le sel est utilisé pour empêcher les gens de glisser et les voitures de déraper en hiver. Mais pourquoi faudrait-il le faire aussi dans le ciel? Eh bien, la sécheresse est un gros problème dans de nombreux endroits de la planète. Le manque d'eau potable, le sol desséché, les plantes qui meurent. Figure-toi que l'ensemencement des nuages pourrait résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Pour faire simple, tout le processus consiste à fertiliser des nuages avec des produits chimiques pour provoquer ensuite de la neige ou de la pluie. Différentes substances sont utilisées pour cela, par exemple de l'iodure d'argent jaune vif, de la glace sèche et même du sel classique. Elles se mélangent aux nuages et les épaississent. Plus les nuages sont gros, plus il est probable qu'il pleuve ou qu'il neige ensuite. Voici comment cela fonctionne. L'eau s'évapore et s'élève dans l'atmosphère sous forme gazeuse. Là, elle refroidit et se transforme en nuages. Plus les gouttelettes d'eau sont grosses et lourdes, plus elles retombent vite sur la Terre. L'ensemencement des nuages contribue donc à accélérer la croissance de ces gouttelettes. Les avions jettent les produits chimiques dans les nuages ou les libèrent lorsqu'ils volent à proximité. Parfois, l'ensemencement se fait carrément depuis le sol. Les scientifiques affirment que lorsque l'atmosphère est propre, les chances qu'il pleuve après l'ensemencement des nuages augmentent de 30 à 35%. Mais si l'atmosphère est sale, ce chiffre est plus faible, seulement 10 à 15%. Et pourtant, certaines personnes sont sceptiques quant à l'idée de l'ensemencement des nuages. Ils sont persuadés que cette méthode ne fonctionne que sur des nuages qui, de toute façon, allaient pleuvoir d'eux-mêmes. Mais si l'ensemencement des nuages fonctionne, de nombreuses régions avec peu d'eau ou des sécheresses régulières seront littéralement sauvées. Car même les endroits les plus secs ont de l'eau dans l'air. Donc une fois que tu as réussi à la tirer de là, voilà, tu peux créer des précipitations. Mais attention, il y a une autre chose que l'ensemencement des nuages peut provoquer, et c'est la grêle. Or, dans certaines régions, une seule tempête de grêle peut causer jusqu'à 500 millions de dollars de dégâts. C'est pourquoi certains avions spéciaux entrent parfois courageusement dans les tempêtes et pulvérisent des produits chimiques dans les nuages, afin de réduire la taille des grêlons. S'ils arrivent à temps, ces avions empêchent les petits amoncellements de nuages de se transformer en énormes tempêtes de grêle. As-tu déjà remarqué les traces blanches que les avions laissent dans leur sillage? On les appelle des traînées de condensation. Elles apparaissent lorsque les émissions humides des moteurs à réaction se mélangent à l'atmosphère. Il fait beaucoup plus froid dehors et la pression est plus basse que celle des gaz d'échappement. La vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense et gèle. Cela forme un nuage, comme celui que ta respiration fait par une journée bien froide. Les traînées de condensation peuvent avoir différentes épaisseurs. Elles peuvent rester dans le ciel pendant des heures ou disparaître après quelques minutes. Elles peuvent s'étendre sur des kilomètres ou être plutôt courtes. Tout dépend de l'altitude et de l'humidité et de la température dans le ciel. Regarde attentivement une traînée de condensation et tu pourras peut-être prédire le temps qu'il fera. Si la traînée de condensation est fine et de courte durée, l'air en haute altitude est sec. Il ne va pas pleuvoir et le temps va être parfait. Mais si tu vois une traînée de condensation épaisse qui reste longtemps dans le ciel, prends ton parapluie avec toi. L'air est sans doute humide au-dessus de ta tête. C'est un signe avant-coureur d'une tempête à venir. Un avion commercial classique atteint son altitude de croisière à 10 ou 11 km dans les 10 premières minutes de vol. Mais la hauteur à laquelle un avion vole dépend toujours de son poids et de certaines autres caractéristiques. Par exemple, la vitesse maximale du célèbre avion de ligne supersonique Concorde était 2 fois plus rapide que la vitesse du son. Et il volait bien plus haut que les autres avions modernes, entre 15 000 et 18 000 mètres. Mais cet engin était l'exception plutôt que la règle. En volant à une telle hauteur, les avions peuvent éviter le mauvais temps. C'est en effet plutôt dans les basses couches de l'atmosphère que les vents violents et les pluies abondantes se produisent souvent. De plus, le fait de voler à des altitudes élevées permet aux avions de rester à l'écart du trafic aérien intense, comme par exemple des hélicoptères et des avions légers. Les oiseaux et même les gros insectes ne risquent pas non plus de te déranger durant le vol. Et si une urgence survient à une hauteur de plus de 10 km, les pilotes auront plus de temps pour trouver la meilleure solution possible. Pourquoi les avions de ligne ne peuvent-ils pas voler à plus de 11 500 mètres? Eh bien, ce n'est pas qu'ils ne le peuvent pas, ils ne le font pas, parce que sinon, ils courraient de sérieux problèmes de sécurité.
Tout d'abord, si un avion vole aussi haut, il a besoin de plus de temps pour revenir à une altitude de sécurité. Et en cas d'urgence, comme une brusque décompression, chaque seconde compte. À plus basse altitude, les avions de ligne peuvent également céder du vent. S'ils grimpent trop haut, ils gaspillent aussi trop de carburant pour se maintenir en l'air. En voyageant à une telle altitude, les avions ne peuvent pas communiquer avec les services au sol aussi bien qu'ils le font en naviguant plus bas. Lorsqu'un avion monte trop haut, l'air ne peut pas lui fournir une portance suffisante pour maintenir la machine en marche. La portance est créée par la différence de pression de l'air, mais à haute altitude, cette différence est trop faible. Il est difficile d'imaginer concrètement ce qu'est l'air, parce qu'il n'a rien à voir avec le métal ou le plastique par exemple. Et pourtant, c'est bien l'une des choses qui maintiennent les avions en altitude. Disons qu'un avion se dirige vers l'espace. Il a de grandes ailes, intelligemment conçues, et des moteurs super puissants. Mais plus il s'élève, plus l'air s'amenuise, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'air. Et dès lors, rien ne peut aider l'avion à aller plus loin, puisqu'il est au milieu d'un quasi-vide. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de fusées et non d'avions pour aller dans l'espace. Et enfin, si les avions ne volent pas trop haut, c'est parce qu'ils sont un peu trop lourds. Plus une machine pèse, plus il est difficile de la mener à une certaine altitude. Ainsi, les avions ne décollent pas quand il fait trop chaud. D'une part, les moteurs à réaction n'aiment pas les températures extrêmes. D'autre part, avec les températures brûlantes, les avions ne peuvent tout simplement pas générer assez de portance pour s'élever dans les airs. Et tu l'as désormais compris, s'il n'y a pas de portance, il n'y a pas de vol. Pour générer cette portance, l'air autour de l'avion doit être suffisamment dense. Mais plus l'air est chaud, moins il est dense, décidément. Lorsque la température augmente, les molécules d'air se réchauffent et commencent à se déplacer plus rapidement. Elles s'écartent également, créant ainsi plus d'espace entre elles. Il en résulte une faible densité de l'air. Les ailes n'ont pas assez de matière sur lesquelles s'appuyer, et elles sont donc incapables d'obtenir l'élévation nécessaire. La température la plus élevée à laquelle un avion peut décoller ou atterrir dépend de plusieurs choses. L'appareil lui-même, la longueur de la piste, la charge utile et l'altitude de l'aéroport. Dans la plupart des cas, il s'agit de 43 degrés à 52 degrés Celsius maximum. Et sinon, sache que les avions peuvent voler à travers les cyclones, et ceux-ci sont même moins dangereux pour les vols que les orages. Mais pourquoi ? Les cyclones les plus catastrophiques peuvent parcourir des milliers de kilomètres et leurs effets peuvent persister pendant des jours. La plupart des ouragans se forment à une altitude bien inférieure à celle des orages. C'est pourquoi un avion peut facilement survoler certaines parties d'un ouragan. Bien sûr, aucun avion de ligne ne passera jamais à travers le mur de l'œil du cyclone. C'est là que les vents sont les plus puissants. Mais s'ils s'éloignent du centre d'un cyclone, les avions ne sont plus en danger. Alors que l'orage, lui, peut créer des structures nuageuses gigantesques. Leur sommet peut atteindre plus de 18 000 mètres. C'est presque 2 fois plus que l'altitude moyenne de croisière des avions commerciaux. Ainsi, lorsqu'un avion rencontre un orage, les pilotes essaient soit de trouver une route de contournement, soit carrément de faire demi-tour. Si possible, les avions évitent aussi de voler au-dessus de très hautes montagnes comme l'Everest. Imagine qu'un avion commence à perdre de la pression dans sa cabine en passant au-dessus de l'Himalaya. Peut-être qu'une des portes a été mal fermée, ou qu'il y a une fissure dans un hublot ou dans le fuselage, bref. Les passagers et les membres de l'équipage mettent alors leur masque à oxygène, mais cet oxygène va s'épuiser en 15 à 20 minutes. À une altitude de 10 000 mètres, c'est une catastrophe. C'est pourquoi les pilotes doivent faire descendre l'avion à 3 000 mètres. Là, les passagers pourront respirer sans utiliser de masque à oxygène. Mais si notre avion continue de survoler l'Himalaya, où de nombreux sommets dépassent les 8000 mètres, eh bien, il n'aura tout simplement nulle part où aller pour trouver de l'air. Une autre raison pour laquelle les avions ont une altitude de croisière aussi impressionnante est qu'elles permettent aux pilotes d'avoir une certaine marge d'erreur. Si quelque chose ne va pas avec les moteurs, le commandant de bord peut faire planer l'avion pendant qu'il manœuvre pour régler le problème. Malheureusement, même le pilote le plus expérimenté ne peut pas faire grand-chose s'il n'y a que 2000 mètres de dénivelé sur le versant de la montagne. Disons que quelque chose arrive à un avion et qu'un atterrissage d'urgence est inévitable. Tu te doutes bien que les pilotes vont avoir des problèmes pour trouver un aéroport dans les montagnes. Et si on parle de l'Himalaya, eh bien sache que l'aéroport de Katmandou peut parfaitement accueillir des avions à réaction. Oui, mais cet endroit n'a qu'une seule piste et n'a pas de système d'atterrissage instrumental. De plus, si tu as déjà survolé les montagnes, tu dois savoir que les turbulences là-haut sont assez désagréables.
Les vents se déplacent au-dessus des hautes chaînes de montagne à une vitesse vertigineuse et créent ce qu'on appelle des ondes orographiques, qui sont comme des sortes de vagues aériennes. Et bien que les turbulences ne soient pas dangereuses en soi, les compagnies aériennes essaient toujours de planifier leur route autour des zones montagneuses.